En manchette, l'interdiction de visite levée à l'hôpital de Jonquière et l'image des Autochtones toujours négative dans les livres d'histoire. À ce web journal du mardi 14 février. Les visites sont désormais autorisées, mais de façon restreinte à l'hôpital de Jonquière. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi la responsable des communications, Joëlle Savard. Elles étaient interdites depuis vendredi à la suite d'une éclosion de gastro-entérite. Le personnel a profité de cette interdiction pour contrôler le virus et éviter qu'il ne se propage. Par contre, au centre d'hébergement Sainte-Marie, les visites restent interdites pour le moment. D'importants développements sont survenus aujourd'hui au sujet de l'enlèvement d'un commis de dépanneur lundi soir dans le secteur de Rivière-du-Moulin. On a présentement le conducteur qui a été arrêté durant la nuit et on est toujours à la recherche des deux autres suspects qui étaient à bord du véhicule. Le conducteur de 20 ans a comparu aujourd'hui à 15 heures au palais de justice de Chicoutimi. L'homme qui était barricadé cet après-midi dans son logement sur la rue Labrec à Chicoutimi a été arrêté par les policiers aux alentours de 15h30. Il n'a aucun lien avec l'enlèvement survenu hier à Rivière-du-Moulin. La coopérative Logement Trade demande au gouvernement du Québec de reconduire et de bonifier le programme Accès Logis. La coordonnatrice de l'organisme, Sonia Comté, accompagnée de quelques membres, était de passage dans les bureaux du député libéral de Dubuque, Serge Simard, ce matin, pour lui remettre un cœur brisé pour la Saint-Valentin. Guillaume Pelletier était sur place. On a apporté un cœur brisé pour souligner que si le programme Accès Logis devait mourir, bien, c'est le cœur de tous les ménages locataires à faible revenu du Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va être brisé. C'est par crainte de voir le financement du programme Accès Logis affecté dans le prochain budget provincial que l'organisme a procédé à cette action. Le programme Accès Logis qui permet de fonder du logement social ne soit pas renouvelé lors du prochain budget provincial. Alors nous, on a partagé nos craintes, nos inquiétudes à l'effet que Accès Logis soit non seulement renouvelé, mais aussi soit bonifié pour arriver à fonder davantage de logements sociaux. Logement Trade veut s'assurer que le premier ministre du Québec aura la lutte à la pauvreté dans ses priorités. C'est un peu le clou, là, avant le budget provincial, de venir une dernière fois interpeller le premier ministre du Québec pour effectivement là, arriver à sauver le programme Accès Logis. On veut vraiment qu'il y ait une lutte à la pauvreté, qu'il y ait le programme Accès Logis qui soit renouvelé et qu'on puisse aider là, un maximum de locataires à les loger dignement. De telles actions de sensibilisation ont lieu à la grandeur de la province aujourd'hui. Les 24 comités logements du Québec qui sont membres participants du FRAPRU, dont Logement Trade à Saguenay, mènent aussi là, diverses actions auprès de leurs députés provinciaux. Alors, c'est une action nationale. À Saguenay, Logement Trade souhaite pouvoir profiter d'une contribution importante, notamment pour le projet de logement social, la solidarité. Avec la solidarité, il faut trouver 825 000 en argent sonnant. C'est pas rien là, pour un organisme communautaire. Alors, il faut que les subventions dans le programme Accès Logis soient augmentées. Logement Trade et les autres groupes membres du FRAPRU décideront avec le dépôt du budget LITEO au cours des prochaines semaines si d'autres actions similaires seront nécessaires à travers la province. Ici Guillaume Pelletier, ATM Nouvelles, à Saguenay. Le président de la commission scolaire des Rives du Saguenay, Antonin Simard, a démissionné aujourd'hui, invoquant des raisons de santé et personnelles. La vice-présidente de la commission scolaire, France Gagné, prendra le relais jusqu'à nouvel ordre. M. Simard était en fonction depuis 2014. Imaginez, si le ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean est incapable de se déplacer quand on fait un événement aussi important qu'une interpellation à l'Assemblée nationale pour défendre la région, ça en dit long sur ce que le premier ministre pense et sa façon de considérer l'ensemble des régions du Québec. Vous venez d'entendre le député de Jonquière à l'Assemblée nationale, Sylvain Gaudreault, qui a dénoncé ce matin le refus de Philippe Couillard de participer à une rencontre sur les difficultés économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean prévue ce vendredi. Sylvain Gaudreault se dit déçu et accuse le premier ministre de ne pas défendre les intérêts des régions. Il précise qu'il avait prévenu Philippe Couillard le 2 février afin qu'il soit disponible pour la consultation. Il ajoute qu'avec son refus, Philippe Couillard montre que le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a plus de ministre responsable pour défendre ses intérêts.
L'image projetée dans les livres d'école est toujours négative. C'est ce que soutient l'anthropologue Pierre Lepage, qui donnait sa première conférence d'une série de 3 sur l'image des Premières Nations véhiculée dans les livres scolaires. Gaëlle Bourbaka-Chouinard, quelle était cette image? Oui, en fait, comme vous l'avez dit, selon M. Lepage, c'est une image négative qui est perçue pour les Autochtones dans nos livres d'école, mais c'est important de le mentionner que depuis 2006, depuis qu'on a réintégré l'histoire des Autochtones dans nos cours d'école, en fait, ça s'est beaucoup amélioré et l'image a quand même changé, mais il reste du chemin à faire parce qu'il faut le dire, avant 2006, l'image qu'on se faisait des Autochtones, c'était des sauvages violents avec un instinct de cruauté. Ça, c'est des termes qui étaient écrits dans le manuel d'histoire, l'Histoire du Canada, un livre qui a été enseigné dans nos écoles au Québec pendant plus de 30 ans. Et c'est évident qu'à partir de la crise d'Oka, l'image négative perçue des Autochtones par les Allochtones ne fait que s'empirer et même elle est devenue... Il y a eu une nouvelle animosité et une jalousie qui s'est installée. On écoute M. Lepage à ce sujet. Au milieu des années 90, c'est vraiment dans un contexte de relations détériorées que s'est imposée l'image dominante de l'Indien privilégié. C'est pas des opprimés, c'est des privilégiés. Ils ont tout. L'exploiteur du système qui ne paye ni taxes ni impôts. Et que compte-t-il faire? En fait, il souhaite avoir une nouvelle réforme dans les écoles secondaires, surtout au niveau du 3e et 4e secondaire. Depuis le début de l'année, on peut le voir, il y a quelques classes de secondaire 3 qui ont décidé de changer les termes et les notions apprises quant à l'histoire des Autochtones. Et d'ici un an, selon M. Lepage, on va pouvoir avoir beaucoup de changements dans la plupart des classes de secondaire 3 et secondaire 4. Et qu'est-ce qui sera davantage traité? Surtout la période contemporaine, les espoirs aussi des Premières Nations, toute l'histoire des pensionnats, mais surtout démentir les préjugés actuels qui pèsent encore sur les communautés autochtones. L'important, selon M. Lepage, c'est vraiment de ne pas faire culpabiliser les Allochtones, mais de les éduquer, en fait, pour que les prochaines générations puissent faire face aux enjeux actuels. On l'écoute. Bon, mais il faut surtout aborder ça, pas de façon à se sentir coupable. Je dis souvent, la culpabilité, c'est la moins bonne pédagogie. Il faut tout simplement pas répéter les erreurs du passé. Merci beaucoup, Gaëlle. Ça fait plaisir. Sur le web, Pierre-Lévy Poulain, les internautes ont été fort occupés tant par la sortie de Charles Taylor, par les joueurs de Canadiens de Montréal et par la rencontre d'hier entre le président Trump et le premier ministre Trudeau. Oui, Laurie, plusieurs sujets ont enflammé les réseaux sociaux dans cette journée du 14 février 2017. Le sujet qui a plus enflammé sur Twitter est bien sûr la lettre ouverte du professeur de philosophie à l'Université McGill, M. Charles Taylor. Dans une lettre ouverte au journal La Presse, il change d'avis sur des recommandations de la commission Bouchard-Taylor qui avait lieu en 2008. Selon lui, une recommandation sur les signes ostentatoires contribue à creuser des fossés entre les Québécois dits de souche et les minorités. Cela ne fait pas l'affaire de tout le monde, évidemment, mais notamment du côté des souverainistes. Si on voit sur Twitter Monsieur HX Rio, les justifications de Charles Taylor quant à la récusation de ses propres recommandations sont d'une pauvreté déconcertante. Du côté de Claude Lantier, un philosophe qui croit en un Dieu, on parle ici de Charles Taylor, c'est comme un dentiste qui croit à la fée des dents. Donc, on voit vraiment que ça ne fait pas son affaire. Et du côté de Sébastien Rovet, chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale chez Radio-Canada, il stipule tout simplement que cette lettre ouverte de Charles Taylor est un revirement majeur dans le débat sur les signes religieux. Donc, on s'entend que cette lettre fera encore beaucoup de vagues et qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Du côté de YouTube, le Canadien de Montréal a lancé aujourd'hui une vidéo spéciale pour la Saint-Valentin. On a demandé à certains joueurs de l'équipe de faire leur meilleur selfie de séduction, ainsi pour célébrer la fête de l'amour. Quelques joueurs y ont participé, notamment Alex Galchenyuk, André Markov, Brendan Gallagher, Philippe Danault, Nathan Beaulieu, Carey Price et plusieurs autres. Comme on peut voir ici, les joueurs s'en sont donnés à cœur joie et ont laissé leur fou rire pendant cette courte vidéo. Une dose d'amour qui fait beaucoup de bien avec la séquence d'insuccès qu'on connaît chez la troupe de Michel Therrien. Et pour terminer, du côté du Daily Mail en Angleterre, la poignée de main de Donald Trump et du premier ministre Justin Trudeau a inspiré beaucoup d'internautes qui s'en sont donnés à cœur joie sur les réseaux sociaux. On peut voir ici la photo originale. On voit que Justin Trudeau a l'air un peu déconcerté et dégoûté sur cette poignée de main. On peut voir ici notamment
Une belle référence au film Star Wars avec l'hologramme de Vladimir Poutine. On voit ici avec les cheveux de Donald Trump. Un qui m'a beaucoup fait rire, c'est Donald Trump qui offre à Justin Trudeau les codes nucléaires et de peser sur le bouton rouge pour vraiment faire exploser la planète. Un autre que j'ai bien ri aujourd'hui, c'est une belle référence au classique La Matrix. C'est Justin Trudeau qui dit à Donald Trump, prenez, si on peut traduire aussi en bas de l'écran, prenez la pilule rouge et vous verrez la vérité envers le Mexique et la Chine. Plusieurs autres montages qu'on peut voir ici. Un que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le président Donald Trump qui dit qu'il tient l'armée canadienne dans la paume de sa main. Un autre qui a vraiment réagi du côté des réseaux sociaux, c'est, on peut traduire, on peut voir la pile de documents du plan secret de Donald Trump pour stopper l'État islamique, où on voit que c'est vraiment absolument rien. Et un petit dernier pour la route. Comme c'est écrit par Fiona Adorno, Donald Trump qui dit à Justin Trudeau, allez, touche ma main juste pour voir Justin Trudeau qui refuse, et Donald Trump qui dit non. Trudeau qui dit « Je sais où ce que ça a été et je sais que ce n'est pas consentant ». On se souvient de la fameuse déclaration de « grab her by the » 3 petits points. C'est ce qui termine la chronique médias sociaux de ce 14 février 2017. On retourne à vous à Laurie. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Poulain. La première des 5 consultations publiques sur la violence sexuelle se tenait aujourd'hui au Cégep de Chicoutimi. En entrevue hier sur notre plateau, la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, a expliqué quels sont les principaux aspects traités lors de ces consultations. Alors, on sait qu'on veut parler de sensibilisation, prévention. On sait qu'on veut parler d'accompagnement des gens qui portent plainte ou qui viennent en consultation. Et on veut parler d'un troisième volet qui est toute la question qui entoure la sécurité dans les campus collégiaux et universitaires. L'entrevue complète avec Mme David sera diffusée lors du web journal de demain. Le service Entre voisins mis sur pied par le Centre d'action bénévole de Chicoutimi a obtenu une aide financière de 130 000 $ du ministère de la Famille en janvier. L'objectif de ce service est de faciliter le maintien à domicile des aînés par le biais d'un jumelage entre un bénévole et une personne âgée du même secteur. Avec un tel financement, le projet pilote, qui était disponible dans 2 secteurs de l'arrondissement de Chicoutimi en 2015, pourra prendre de l'expansion, selon la responsable du service Entre voisins, Marie-Pierre Richard. On l'écoute. Cette fois-ci, c'est ça, ce ne sera pas des quartiers. L'aide financière nous permet vraiment de couvrir les arrondissements complets. Donc, cette année, on va couvrir Chicoutimi. L'année prochaine, on va ajouter l'arrondissement Jonquière et en an 3, puis la baie. Donc, lors de la 3e année, on va avoir l'ensemble de Ville-Saguenay. Plusieurs décisions du gouvernement québécois ont causé de vives réactions dans la région au cours des dernières semaines. Rio Tinto, les coupes budgétaires et le projet de loi 122 en sont quelques exemples. Notre journaliste Pauline Moura a profité du passage du premier ministre Philippe Couillard à Saguenay lundi pour aborder les principaux enjeux régionaux. Monsieur Couillard, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, vous avez annoncé des coupes budgétaires dans le cadre du pacte fiscal en échange de plus de pouvoirs pour les municipalités. La ville de Saguenay, elle, a remarqué un manque à gagner de 13 millions pour l'année à venir. Est-ce que ce 13 millions-là va être réinjecté dans d'autres sphères de la région? Bon, d'abord, je dois corriger quelque chose. Il n'y a eu aucune coupe budgétaire dans les programmes des municipalités. La seule chose qui a été retirée, ce sont les parties des frais d'administration de ce qui existait avant les CLD et la Conférence régionale des élus. Mais tous les budgets d'aide aux entreprises ou de soutien aux communautés ont été laissés totalement intacts, avec comme volonté de rendre les élus régionaux responsables et imputables de l'utilisation de ces sommes-là. Ce qu'on va annoncer bientôt, c'est le nouveau fonds, le fonds d'aide au rayonnement des régions, qui s'ajoute à tous les autres et qui va se répéter année après année après année. Ça fait longtemps que c'était attendu, ici comme ailleurs, mais on va rencontrer les élus dans chaque région, bien sûr ici dans la nôtre, pour voir quelles sont leurs idées sur la répartition des sommes, la gestion de ce fonds qui, au début, est à 30 millions, mais qui va atteindre 100 millions pour les régions, mais 100 millions chaque année qui revient chaque année. Donc, c'est autour de 820 millions de dollars pour les 10 prochaines années qui va être dans les régions, géré par les régions pour les régions. D'accord. Et par rapport au projet de loi 122 qui vise à décentraliser pour donner plus d'autonomie aux municipalités, dans la région, le député Sylvain Gaudreault, lui, accuse le gouvernement de faire de la centralisation avec la gestion du fonds de rayonnement des régions. Quelle est la réelle priorité du gouvernement en ce moment? Est-ce que c'est plutôt la centralisation ou la décentralisation? Il faudrait que M. Gaudreault m'explique qu'est-ce qu'il veut dire, parce que c'est tout à fait le contraire. Ce que je viens de dire, c'est qu'on veut confier le fonds aux régions pour qu'elles l'administrent elles-mêmes. Nos interlocuteurs sont les préfets des municipalités régionales de comté, qu'on veut voir travailler ensemble, mais il ne s'agit pas de centralisation, c'est le contraire. En fait,
Le projet de loi dont vous avez parlé et ce fonds-là sont probablement les gestes de décentralisation les plus importants posés par le gouvernement au Québec depuis très longtemps. Et toujours en rapport avec le projet de loi 122, Démocratie Québec a dénoncé l'abolition des référendums dans les régions en disant que ça enlevait du pouvoir aux citoyens. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, c'est pas que dans les régions, c'est également à Québec et à Montréal. Et c'est ce qui existe dans le reste du pays. Alors, il y a d'autres façons de consulter les citoyens pour des pays et pour des projets. Et d'ailleurs, le projet de loi comporte également l'obligation pour les municipalités de se doter d'un mécanisme de consultation. Et alors, sur un tout autre sujet, M. Couillard, le président du syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma, M. Alexandre Fréchette, accuse le gouvernement de faire de la complaisance envers Rio Tinto à la suite des nombreuses coupes d'emplois qu'il y a eu dans la région. Et il dit qu'il est temps que le gouvernement mette la pression sur Rio Tinto. Qu'en pensez-vous? Bien, on le fait. D'abord, il n'y a pas eu d'emploi de perdu. Il n'y a personne qui a perdu son emploi. C'est une attrition qui se fait au cours des prochaines années dans un milieu, comme ici d'ailleurs, comme dans les médias, où la technologie fait en sorte que le profil d'emploi va changer considérablement. Ce que je dis, c'est qu'avant tout, on pense aux travailleurs, à leurs familles, l'avenir de l'industrie, qui veut dire l'avenir de nos familles qui vivent de ce milieu-là. Mais souvenons-nous d'une chose. L'industrie de l'aluminium, c'est l'essentiel de notre avenir économique. Il faut avoir une bonne relation avec l'entreprise. Ça ne veut pas dire leur laisser faire ce qu'elles veulent. Ça veut dire dialoguer avec l'entreprise, mais également toujours se souvenir de l'importance de cette entreprise-là pour nous. Se souvenir que les décisions sont prises ailleurs et que oui, on doit avoir des débats avec l'entreprise, mais on doit maintenir une attitude d'accueil pour cette entreprise-là. Sinon, ça n'aura que des conséquences négatives pour nos employés, nos travailleurs et nos familles. Et alors, on sait qu'il est difficile de trouver des emplois en région. Quelle solution avez-vous pour que la situation soit plus favorable en région? La formation. Alors, plus on fait de formation postsecondaire en région, on est dans les collèges aujourd'hui, que ce soit ici à Jonquière ou à Saint-Félicien ce matin, avec l'agrandissement d'un programme là-bas. Il y aura d'autres annonces semblables, de nouveaux programmes universitaires. Plus les jeunes des régions ont accès à des programmes de formation supérieure dans leur région, plus ils auront tendance à rester chez eux et même à y revenir par la suite. Et c'est vraiment pour moi la clé de l'avenir des régions. Tout passe par ça, que ce soit l'agriculture, la forêt, les médias, les entreprises. L'avenir du monde du 21e siècle, c'est l'innovation. L'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire formation, éducation continue. Et alors, cette semaine, il va y avoir le Rendez-vous national de la main-d'œuvre à Québec. Est-ce que, justement, il va être question des régions et des emplois en région? De tout le Québec, mais particulièrement en région, mais pas seulement en région. Vous savez qu'on a un taux de chômage historiquement très bas au Québec, à 6,2 %. C'est historique, avec beaucoup d'emplois créés, on l'a vu au cours de la dernière année. À ça s'accompagne la perspective d'une pénurie de main-d'œuvre au cours des prochaines années. Alors, la solution pour ça, c'est d'avoir, oui, un plus grand nombre de personnes, mais surtout de mieux former nos gens et s'assurer que la formation évolue constamment avec les besoins du marché du travail. Alors, c'est de ça dont on va parler. Ça veut dire nos cégeps, nos universités, encore une fois, notre formation technique dans les commissions scolaires. Ça veut dire une meilleure accueil et intégration des immigrants avec reconnaissance de leurs compétences. C'est de ça dont on va parler. Le problème actuellement au Québec n'est plus un problème d'emploi, mais un problème d'employés, d'accès à la main-d'œuvre, même en Gaspésie. Une entreprise gaspésienne faisait une annonce à la télévision pendant le temps des fêtes parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. On n'aurait jamais vu ça il n'y a même pas 5 ans ou 6 ans. Alors, le visage de l'emploi, de la main-d'œuvre au Québec change complètement. Il faut non seulement qu'on s'ajuste, mais qu'on devance la parade. Et alors, sur un plan plus national maintenant, Québec a donné 1,3 milliard de dollars à Bombardier, alors que le gouvernement fédéral, lui, a décidé d'octroyer un prêt de 372 millions de dollars. Est-ce que vous vous êtes senti abandonné sur ce projet-là? Non, parce que nous, on avait déjà sauvé l'entreprise. C'est le geste du gouvernement du Québec qui a sauvé non seulement les avions de Bombardier, mais toute l'entreprise Bombardier. C'est des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects dans l'aéronautique qui en dépendaient. On a posé le geste qu'il fallait au moment où il fallait. Il fallait absolument que le gouvernement fédéral le fasse également. C'est leur décision. Nous, on n'a pas été partis à leur négociation, mais ce que je répète tout le temps, c'est que l'aéronautique au Québec, c'est aussi important que l'automobile en Ontario. Et ce qu'on a fait pour l'automobile en Ontario à d'autres époques, il faut qu'on en fasse autant pour l'aéronautique chez nous, qui est une grande partie de notre avenir, pas seulement pour Montréal. Il y a beaucoup d'entreprises de PME qui sont des fournisseurs de Bombardier et des autres grandes entreprises qui sont dans les régions, notamment dans la nôtre. Alors, il faut continuer à rappeler que c'est une entreprise et une industrie d'envergure nationale pour le Québec. Est-ce que vous avez l'impression vraiment d'avoir la survie de Bombardier sur vos épaules? Non, parce qu'on a agi. On a agi, puis le président, M. Bellemare, l'a dit, n'eût été de l'intervention du gouvernement du Québec, ça aurait été excessivement difficile de garder Bombardier en vie. Et je rappelle qu'il s'agit de dizaines de milliers d'emplois dans un secteur d'avenir pour le Québec qui est l'aéronautique. Et M. Philippe Couillard, aujourd'hui, vous êtes en visite au Cégep de Jonquière où il y a l'exclusivité du programme d'art et technologie des médias. Est-ce que c'est dans l'idée du gouvernement d'éventuellement en faire une école nationale de communication? Alors, je viens juste d'avoir cette demande par la direction du Cégep, alors on la trouve très intéressante. Au-delà de ça, quel est le signal qu'on veut envoyer? C'est que l'exclusivité du programme n'est absolument pas remise en question.
Beaucoup, comme ça marche très bien, c'est formidable, je viens de visiter le programme ici, beaucoup voudraient faire pareil ailleurs. Alors on dit non, ça va rester à Jonquière, envoyer les étudiants d'ailleurs étudier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est très bien, une belle expérience de vie puis une belle formation, mais ça fait partie des programmes dont on va vouloir préserver l'exclusivité. Le moyen peut inclure le statut d'école nationale. On vient de nous présenter la demande. Alors, Mme David part avec la demande sous son bras, puis il va certainement l'étudier de près. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'ai trouvé ça formidable, ma visite ici à Jonquière. Merci. Merci. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Comité pour un Québec sans pauvreté avait convié plus tôt aujourd'hui citoyens et organismes sociaux au Patro de Jonquière pour diverses activités de sensibilisation. Un reportage d'Evelyne Auger. Ouais, mais moi, je connais quelqu'un, tu sais, à tous les mois, après avoir payé son loyer puis tout ça, il est capable de s'acheter de la bière, d'aller au cinéma. Le porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté, Serge Petitclerc, a incarné un personnage stéréotypé lors d'un scénario présenté devant public. Sa démarche était inspirée du théâtre de l'oppression, un art ayant fait ses débuts en Amérique du Sud et visant la remise du pouvoir entre les mains du peuple. Les spectateurs ont pu par la suite prendre la parole. Il faut vivre aussi. Il faut vivre comme des êtres humains aussi. On n'est pas obligé de s'enfermer chez nous. Ça oblige tout ça. Moi, L'intervenante de l'organisme Accès Conditions de vie, Jessica Bernier, a plaidé pour une hausse du salaire minimum. Sauf que oui, on est vraiment pour le 15 $ de l'heure, nous. Effectivement, il faudrait que ça aille plus vite. On sait qu'il veut faire des augmentations d'ici 2020, d'ici 5 ans. Effectivement, il faudrait que ça aille plus vite. Là. Des horaires fixes pour tous les employés font également partie des revendications de Serge Petitclerc. Personne. Et ça se décide au jour le jour. Il y a des commerces qui dépendent, par exemple, de la température. Bien, si tu décides le matin, si tu fais venir tes gens ou pas, bien, ça peut te permettre de sauver un peu d'argent, mais il en demeure pour moi que les gens, eux, ils subissent cette situation-là au niveau de leurs revenus, mais aussi au niveau de leur vie familiale. Une manifestation a également eu lieu devant le bar laitier Pinocchio de Jonquière afin de dénoncer la baisse de l'aide sociale pour les personnes vivant en concubinage. À l'aide sociale, on paye pour, était l'un des quelques slogans accrochés au cou des participants. Après avoir été de passage à Jonquière, le collectif pour un Québec sans pauvreté continuera ses activités demain à Alma sous le thème des inégalités sociales. Ici Evelyne Auger, ATN Nouvelles, Saguenay. Au sport maintenant, le joueur des Saguenayens de Chicoutimi, Joey Rattel, a été suspendu pour une durée de 4 matchs à la suite de sa mise en échec à l'endroit de Daniel Hardy dimanche dernier contre l'Océanique de Rimouski. Le comité de discipline de la LHJMQ s'est basé sur le fait que le joueur fautif a atteint la tête de son adversaire et qu'il n'en est pas à sa première offense. Cette suspension arrive à un bien mauvais moment pour les Sags puisqu'ils entameront une semaine cruciale pour la course au classement général. Rattel est le meilleur buteur et pointeur de son équipe avec 38 buts et 69 points en 53 matchs. À la météo, Laurence Desbiens, une belle journée ensoleillée attendait les tourtereaux aujourd'hui, mais pour demain. Et oui, Laurie, c'était une journée très agréable et très ensoleillée pour les couples qui ont célébré la Saint-Valentin et c'est la même chose qui nous attend dans les prochains jours. Donc ce soir et cette nuit sur le territoire du Saguenay, on attend des minimums de moins 14 degrés avec des vents atteignant 20 km/h. Demain, on attend 2 cm de neige avec des maximums de moins 7 degrés. Pour nos voisins du lac Saint-Jean, c'est sensiblement la même chose avec des minimums de moins 13 degrés ce soir et cette nuit. Et demain, c'est de la neige avec des maximums de moins 7. Donc, c'est un temps idéal pour sortir ses raquettes et aller jouer dehors. C'est ce qui met fin à ce web journal. Au revoir et à demain.